Je me souviens de la phrase des tueurs en blouse blanche en Union soviétique, qui était bien sûr liée au complot juif, des médecins et tout le reste. Bien sûr, il n'y avait aucun complot. Tout cela a été inventé, imaginé, monté de toutes pièces, de toutes pièces. Mais aux États-Unis de notre époque, malheureusement, il existe bel et bien. Je vais maintenant vous raconter et vous montrer quelques faits réels sur le Covid et les vaccins. Et Steven Gardner d'Obamacare, qui est passé d'1 à 2 millions d'abonnés depuis novembre 2024, a maintenant invité un invité incroyablement intéressant. Vous connaissez la société BlackRock, c'est l'une des deux plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, l'un des plus grands fonds d'investissement au monde. Donc, pendant de nombreuses années, Edward Daoud, c'est la personne que Steven a invitée, a été directeur financier là-bas, puis il est réparti et a ouvert sa propre entreprise. Il est aussi la première personne issue du domaine scientifique, je dirais, qui a analysé les données sur la mortalité due au Covid et, en général, sur les décès aux États-Unis. Et il a dit « On nous ment. On ment abondamment sur tout, absolument tout, en nous prenant pour des idiots. » Lui-même plaisante sur le fait qu'il était devenu, pour un temps, comme il l'a dit, une sensation sur Internet, ce qui, il faut l'avouer, est difficile à contester. Et d'ailleurs, cela veut dire que ceux qui ont essayé, donc ont menti, nous ont menti, etc. Ils ont réussi, je dirais, à gagner plusieurs billions, à partir de rien, comme Charlie Chaplin. L'un donc court devant, casse les vitres, et l'autre arrive en criant « Vitrier !» Donc, ce qu'on appelle, ils ont soudain découvert qu'il y avait quelque chose dans les buissons. Je m'excuse pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire avec Émilie Giller, donc elle ne signifiera rien pour eux. Mais revenons à notre journée et à la fermeture du gouvernement au château de Bargny. D'accord, vous avez mentionné que cela ne semble pas bon pour les démocrates. Un invité sur Cable News Network a dit la même chose. Permettez-moi de le reproduire. Je ne pense pas que ce soit bon pour les démocrates. Donald Trump négocie la paix au Moyen-Orient et se rend en Égypte pour superviser l'accord Hamas-Israël. Pendant ce temps, Chuck Schumer parcourt le Sénat pour organiser une photo. Je veux dire, il y a un écran partagé entre la gestion réelle de l'administration Trump et les simples démocrates du Sénat qui essaient de comprendre leur message, n'est-ce pas? Le sénateur Van Hollen a-t-il fait remarquer, ou l'a-t-il appelé, pardon? Il a qualifié l'expiration des subventions d'Obamacare de bombe à retardement posée par les républicains. Elles ont été introduites dans le plan de sauvetage américain, American Rescue Plan Act, en 2021. Je le sais, j'étais au Congrès, nous avons tous voté contre cela du côté républicain. C'était un projet de loi de réconciliation budgétaire des démocrates, nécessitant 50 voix au Sénat. Ils voulaient le rendre permanent, mais sans l'accord unanime des démocrates. Finalement, c'est réapparu dans la loi sur la réduction de l'inflation. Décision encore reportée, seuls les démocrates ont voté pour, sans obtenir leur accord pour la rendre permanente. Et maintenant, des années plus tard, ce sont les républicains qui sont le principal obstacle. Vous aviez raison, en mars, M. Chuck Schumer devrait simplement continuer à ouvrir le gouvernement. Maintenant, Donald Trump doit utiliser les revenus des tarifs pour soutenir les bons alimentaires et programmes pour les femmes, les nourrissons et les enfants. Il réaffecte les budgets de la défense pour payer les troupes, pendant que les démocrates peinent à définir leur message. D'accord, votre avis à ce sujet? Un groupe veut une photo souvenir. Ils ont désespérément besoin de ces crédits. Obamacare, un autre groupe dit « Nous avons apporté des années de résolution. Pourquoi ne pas laisser le gouvernement rouvrir? Qu'en pensez-vous? Ed, oui. Je suis entièrement d'accord avec le commentateur de Cable News Network. Je pense que cela sera considéré comme une catastrophe d'image pour les démocrates. Et cela remet également l'Obamacare au premier plan, qui a été une catastrophe et reste une catastrophe depuis sa création. Et cela a rendu les soins de santé plus chers. Et je veux partager, moi, une petite anecdote. Quand j'étais chez BlackRock, nous, avant l'adoption de l'Obamacare, l'industrie de la santé et les actions liées à cet écosystème chutaient en raison des craintes que le gouvernement, qu'Obama et son administration allaient nationaliser la santé. Ensuite, imaginez nos analystes, lorsque l'Obamacare a été annoncé et que les gens ont commencé à analyser ce que contenait le projet de loi, il y a eu de nombreuses conférences téléphoniques entre des experts du secteur. Mon analyste a couru dans nos bureaux, ainsi que mon co-gérant de portefeuille, et j'ai demandé ce qui se passait. Il a déclaré « Achetons toutes les actions du secteur santé mondiale ». J'ai alors demandé « Pourquoi ?»
En réalité, le projet de loi a été en fait négocié avec l'industrie de la santé et cela leur profite. Et cela signifiait qu'un système avait été créé dans lequel les profits iraient à l'industrie de la santé. Après l'adoption de l'Obamacare, les actions de l'industrie de la santé ont fortement augmenté. C'est donc un transfert de richesse des contribuables américains vers l'industrie de la santé, ce qui explique la hausse continue de nos dépenses. Ces assureurs maladie réalisent des profits indécents et c'est l'état du système de santé que nous avons actuellement. Où, vous savez, une famille moyenne, une famille de 4 ou 5 personnes, doit payer 20 000 $ par an pour une assurance maladie. Et vous savez quel est le revenu moyen? C'est absurde. Je veux attirer votre attention sur le fait que Obama promettait, il sortait tous les jours et promettait. Il disait que les dépenses de chaque famille, c'est-à-dire 2 parents et 2 enfants, pour la santé diminueraient de 2 500 $ par an. Les dépenses, déjà sous Obama, ont augmenté en moyenne de 2 500 $ et maintenant elles ont déjà atteint 5 000 $ de plus par an qu'auparavant. Autrement dit, ce n'est que mensonge sur mensonge, et Obama en rajoute encore. Tout a été fait de façon à ce que la population reçoive moins, mais pour une somme d'argent plus importante. D'abord, Romney, gouverneur du Massachusetts, a instauré ce système et ruiné l'État. Puis Obama et ses équipes ont voulu l'appliquer partout au pays. Par exemple, Obama a reçu, sur les fameux 100 millions de $, soi-disant, une avance pour 2 futurs livres et 2 ou 3 futurs documentaires pour Home Box Office. Qui a donné et quoi? En avance, nous avons donné 100 millions de $, c'est ce qui est connu. Eh bien, pour ce qui est inconnu, on dit que ce qui est inconnu n'existe pas. Tucker, je suis d'accord avec ça. Je trouvais ça intéressant. L'invité sur Cable News Network, il est comme ça. Les démocrates, ils ont fait ça pour l'Obamacare. Les démocrates. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est la faute des républicains. Et vous savez, j'appelais ça Obamacare avant parce que, selon moi, c'était tellement horrible que je voulais que ce soit associé à Obamacare. Mais maintenant, dans mon émission, je l'appelle toujours la loi sur les soins de santé abordables parce que quand on compare ça avec les primes, on se demande comment on peut appeler ça abordable. Cela a vraiment augmenté le coût de la vie pour tous. Comme vous l'avez mentionné, c'est une redistribution de la richesse de la poche des Américains vers le secteur de la santé et tout ce que le gouvernement touche semble empirer. Je vais vous montrer un extrait avec le sénateur John Kennedy, puis nous réagirons. Nous savons ce qui est en jeu. 24 millions de personnes avec l'Obamacare reçoivent des subventions supplémentaires. Les démocrates ont commencé, mais c'était la situation de départ. Ils ont dit que c'était à cause de la pandémie, mais celle-ci s'est finie il y a 2 ans. Et sur 24 personnes sur les échanges d'Obamacare, 16 reçoivent des subventions supplémentaires. Et ce que Joe Biden a fait, c'est qu'il a levé les restrictions. Avant, vous ne pouviez prétendre participer aux échanges que si ou Obamacare. Si vous étiez une famille gagnant pas plus de 130 000 $ par an, eh bien maintenant, nous avons des familles qui gagnent 600 000 $ par an pour obtenir une subvention. Et ils reçoivent une subvention. C'est presque comme si la loi sur l'accessibilité sur les soins de santé abordables n'était pas accessible. Eh, Georges, tu as raison, c'est un vrai problème. Les subventions, ne te trompe pas, c'est un souci. Mais le vrai fond du problème, vu d'en haut à 35 000 pieds, c'est que les échanges Obamacare sont défaillants. Je veux dire, ils étaient censés rendre l'assurance moins chère et plus accessible, mais ça ne s'est pas produit. C'est tellement mauvais que les gens n'achèteront pas sur les marchés si le gouvernement fédéral ne les paye pas pour le faire. C'était comme avec les voitures électriques. Je n'ai jamais pu comprendre. Ils disaient c'est que les voitures électriques, c'est génial. Et je me disais toujours, eh bien, si les voitures électriques sont si formidables, pourquoi faut-il payer les gens pour qu'ils les achètent? Et c'est pareil avec l'Obamacare. C'est tellement mauvais que les gens disent « Nous n'allons pas l'acheter si vous ne nous donnez pas d'argent. » D'accord, c'était ça. Ce gosse me fait tellement rire. Désolé, je dois juste faire une pause pour rire. Donc, l'Obamacare n'est pas inabordable, pas hors de prix. Est-il temps de revenir à un système privé et de ne pas en faire une taxe obligatoire? Ou, si vous n'avez pas d'assurance, vous êtes pénalisé?
Est-ce que cela devrait revenir à une politique catastrophique? Parce qu'avant, j'avais une politique catastrophique où je payais tout jusqu'à 15 000 $ et j'allais rarement chez le médecin. On m'a imposé ce plan. Mon assurance est passée de 300 à 1800 $ par mois. Il nous est arrivé la même chose. Ma femme et moi payions environ 900 quelque chose comme 850 $ par mois et tout à coup on nous annonce 900 pour chacun. Nous sommes maintenant à un âge où l'assurance liée à l'âge commence à s'appliquer. Et je paie encore environ 400-550, je pense, dollars par mois pour nous deux. Mais ça, c'est déjà mon propre choix. C'est-à-dire que nous n'aurions rien eu à payer si nous avions choisi l'assurance de base. Elle est en général tout à fait correcte et tout ça. Mais là, quand on paie un peu plus en supplément. C'est-à-dire certaines possibilités que nous voulions garder pour nous. Mais pour les personnes salariées, il y a différents salaires, oui. C'est-à-dire des gens qui, en général, comptent leur argent. Payer 1500 $ par mois pour l'assurance, pour une famille, c'est une dépense énorme et totalement injustifiée. Oui, en fait, lorsque l'Obamacare a été adopté, cela a obligé à inclure dans le pool d'assurance beaucoup de personnes malades que l'industrie de l'assurance devait prendre en compte. Au lieu de, vous savez, proposer à quelqu'un comme vous une formule abordable parce que vous étiez en bonne santé, vous aviez une assurance catastrophique, en imposant ces pools, ils ont rendu le risque pour les assureurs insupportable. Alors, que font les compagnies d'assurance quand le risque augmente? Elles augmentent les prix. Donc, elles ne vont pas couvrir ces coûts. La prise en charge des malades était répartie entre tous, d'où l'augmentation générale des primes. Et malheureusement, depuis le Covid, la situation n'a fait qu'empirer avec l'état de mauvaise santé chronique que nous voyons exploser depuis le Covid. Vous savez, le nombre de personnes en situation de handicap aux États-Unis est passé de 30 millions à 36 millions en 5 ans. Le handicap, ce n'est pas seulement l'absence de membres, mais concerne aussi ceux incapables de travailler ou de subvenir à leurs besoins. Ils ont augmenté ce chiffre aux États-Unis de 30 à 36 millions en 5 ans. Cela n'est jamais arrivé nulle part auparavant. L'opération Warp Speed, c'est un miracle. Voilà, si vous voulez, mais nous n'allons pas vous forcer. Joe Biden dit, et nous avons investi beaucoup d'argent là-dedans. Big Pharma affirme que Dieu a créé les bras pour 2 raisons, le vaccin contre la grippe et celui contre le COVID. Nous allons obliger tout le monde à le faire. Finalement, la Cour a dit, vous ne pouvez vraiment pas faire ça. Qu'en pensez-vous? Et puis, quand j'ai vu que le président Trump avait reçu son rappel contre le COVID la semaine dernière, je me suis dit, oh mon Dieu, allez mec. Il reçoit ses informations directement de Big Pharma, contrairement à Robert Francis Kennedy Jr., qui dispose de toutes les données montrant à quel point ces vaccins sont nocifs. Qu'en pensez-vous? Oui, écoute, Trump sort vraiment bien dans de nombreux domaines. Malheureusement, il a un angle mort concernant le Covid. Et l'opération Warp Speed, avec le recul, n'a probablement pas été la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Donc il est coincé, non, il est coincé dans l'incapacité de reconnaître qu'une erreur a peut-être été commise. Donc le fait de se faire vacciner contre le Covid a vraiment déçu beaucoup de gens dans, comment ça s'appelle, le mouvement Make America Great Again, rendons l'Amérique à nouveau saine. Et bien, vous savez, c'est une des choses que j'ai faites Sunto. Et en général, la raison pour laquelle je suis devenu une modeste célébrité d'Internet, c'est mon analyse de la surmortalité globale dans la population des États-Unis et dans le monde entier. Notre site web Finance Technology, écrit avec un P, possède une section intitulée Humanity Project où nous détaillons tout ce travail. Nous avons constaté une forte augmentation de la surmortalité en 2021 lors de la 2e année du Covid et surtout chez les jeunes, au 3e trimestre, selon l'analyse de l'industrie de l'assurance elle-même. Vous ne le savez peut-être pas, nous avons vérifié cela, mais leurs chiffres montraient 80% de surmortalité au 3e trimestre 2021 chez les milléniaux. Cela concerne les personnes de 25 à 44 ans. Que cela signifiait-il? Et vous savez, encore une fois, nous ne sommes que des analystes de Wall Street et avec le temps, la littérature médicale prouve que nous avons raison. Nous avons accusé l'intervention obligatoire. L'obligation à l'époque a provoqué cette flambée et cela avait du sens pour nous. Parce que c'était au 3e trimestre 2021 lorsque chaque entreprise aux États-Unis a dit « vous devez l'obtenir pour garder votre emploi ».
Et cela a provoqué une vague de scepticisme envers le vaccin chez la génération des milléniaux. Il a fallu agir, ce qui a causé un pic. Heureusement, la surmortalité a nettement baissé. Mais malheureusement, elle reste encore à un niveau élevé. Et vous savez, selon les prévisions, pas les nôtres, mais celles de la Société suisse de réassurance, cela va rester avec nous au moins jusqu'en 2030. Et bien sûr, ils en accusent le nouveau virus de Wuhan. Et moi, bien sûr, je pourrais envisager d'autres options potentielles qui, à mon avis, étaient des interventions obligatoires pour tous. Donc, vous savez, c'est un sujet controversé en Amérique. C'est encore un peu l'éléphant dans la pièce. Et Trump, en attirant Kennedy, si l'on regarde sur quoi Kennedy s'est vraiment concentré, c'est tout, sauf ce qui s'est passé pendant. Ce que nous découvrons lorsque cette vaccination forcée des enfants commence à se déployer, c'est qu'un médecin a témoigné devant le Congrès. Et il montrait que les maladies chroniques chez les enfants et les adultes ont augmenté à mesure que le nombre de vaccins obligatoires augmentait. Il existe une corrélation entre ces deux éléments. Permettez-moi de vous le montrer ainsi qu'au public, puis nous en discuterons. Je pense que nous sommes au cœur de l'un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité. Nous avons un produit qui est administré aux enfants plus de 70 fois au cours de leur développement. Il n'a jamais été testé avec un vrai placebo salin. Au cours de cette période, le nombre d'enfants atteints de maladies chroniques dans ce pays est passé de 10% à plus de 50% ayant une ou plusieurs affections chroniques. Le secrétaire Kennedy, lors des auditions qui ont eu lieu la semaine dernière, a déclaré que les dernières données du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies indiquent que 76% des Américains ont désormais une ou plusieurs maladies chroniques. Et je pense que beaucoup de ces maladies chroniques proviennent de dommages iatrogènes. Nous avons 3 millions d'enfants atteints d'autisme. En 1970, le taux était si bas qu'il était pratiquement nul. Je suis indigné par cela et je pense que chaque personne dans cette salle devrait l'être aussi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il est évident que nous devons changer de cap dans ce pays et je suis terriblement déçu par la profession médicale. Dans les sciences sociales, il existe un terme appelé capture épistémique lorsque tout le processus de production des connaissances est accaparé par une seule discipline. Et c'est ce qui s'est passé avec la science et la médecine. Et c'est pourquoi je pense que nous devons changer de cap. Et je pense que les personnes qui ont caché l'épidémie... L'autisme et l'épidémie de traumatismes hétérogènes doivent assumer leurs actes. D'accord. C'est une accusation assez grave. Mais j'entends ce qu'il dit. Où est-ce que c'est bien? Les grands médias ne peuvent pas survivre sans Big Pharma, car cela représente 70% de leurs revenus. Ces revues médicales, elles ne peuvent pas survivre sans l'argent de Big Pharma. Les écoles de médecine ne peuvent pas survivre sans l'argent de Big Pharma. Les écoles primaires, collèges et lycées sont fermés, l'accès est interdit sans avoir reçu les 72 injections et ils n'ont jamais été testés avec un placebo, un test avec une solution saline. Ils ne sont pas testés pour vérifier s'il y en a trop en même temps. Certaines d'entre elles, certaines de ces vaccins ont été testés pendant 4 jours puis ont reçu l'approbation. Votre avis, vos pensées sur ce qu'il disait là-bas? Oui, c'est un sujet intéressant. Et vous savez, j'ai 58 ans et mes enfants sont nés il y a plus de 20 ans. Et je pense qu'il est évident que le calendrier de vaccination était complètement différent. Même à cette époque, il y avait moins de vaccins obligatoires et je ne me rendais pas compte de ce qui se passait avec la santé chronique de l'Amérique avant le Covid. Et le Covid, en quelque sorte, m'a ouvert les yeux. Et en m'approchant de cette injection Covid obligatoire, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, c'est un processus qui dure depuis des décennies et qui, lentement mais sûrement, a abouti au choc et à la stupeur du Covid, avec le partenariat total entre l'industrie pharmaceutique et le gouvernement. Et ce que nous avons découvert, c'est que, comme vous l'avez dit, 70% des revenus de nombreux grands médias proviennent de l'industrie pharmaceutique. Honnêtement, personne n'achète de médicaments à cause de la pub à la télévision. Et je crois honnêtement que c'est le cas, que c'est une sorte de paiement pour acheter le silence afin de ne pas critiquer l'industrie pharmaceutique. Et si on remonte dans le temps, vous savez,
Avant, dans l'émission 60 minutes, il montrait toutes sortes de nouvelles négatives sur l'industrie pharmaceutique, puis ce genre d'histoire et de journalisme d'investigation ont pratiquement disparu. C'est intéressant. Idée intéressante, l'industrie pharmaceutique n'a pas besoin de pub. Elle passe déjà par les médecins, hôpitaux, etc., à la télévision et sur Internet. Et ainsi de suite. Pourtant, elle paie quand même des milliards de dollars pour une publicité dont elle n'a pas besoin. Pour que les médias ne disent de rien de négatif sur les vaccins et les médicaments. Honnêtement, cela semble crédible. Roger Ailes, FEU Roger Ailes de Fox News, a dit à Bobby Kennedy, « Tu sais, je t'aime bien Bobby, mais n'ose jamais dire quoi que ce soit de négatif sur l'industrie pharmaceutique dans mon émission. On te retirera. » Non, ce sont des paiements pour acheter le silence. Et ensuite, dans les revues d'un médical, on appelle ça des pots de vin. Et donc, malheureusement, c'est devenu une façon de faire des affaires. Et avec le temps, c'est devenu institutionnalisé. Et c'est un impératif institutionnel qui consiste à protéger la machine à argent et non des vies humaines. Et malheureusement, beaucoup de gens, je pense, se sont habitués à cette façon de faire les choses et l'acceptent simplement. C'est ce qu'on appelle la décomposition institutionnelle. C'est profond et il faudra des années pour tout démêler. Aujourd'hui encore, malgré nos connaissances, cela reste très controversé. Et vous pouvez voir quelles réactions reçoivent les gens lorsqu'ils essaient d'avancer des arguments raisonnables. Nous venons d'avoir Cheryl Hines dans l'émission The View parlant de son mari Bob Kennedy. Elle a parfaitement défendu ce qu'il faisait, mais on pouvait remarquer comment les animatrices de l'émission exprimaient une hostilité contenue envers elle. Et je pense que cela est lié au fait qu'une grande partie de leurs revenus provient de l'industrie pharmaceutique, et elles le savent. Tout le monde dans le show business sait que de 50% à 75% de leurs revenus proviennent de l'industrie pharmaceutique. Celui qui la nourrit la fait aussi danser. Mesdames et messieurs, cela l'ont été, est et sera apparemment ainsi pour longtemps, voire au-delà. Voici l'épouse de Robert Kennedy, notre ministre de la Santé, lors d'une interview avec Megyn Kelly. Rouser Fox. Quand je travaillais chez Fox, si tu disais quelque chose à propos du calendrier de vaccination des enfants, on t'appelait immédiatement pour te dire d'arrêter d'en parler. Pfizer était l'un de nos plus grands annonceurs. Jeune, je ne comprenais pas tout. C'est fou, certains sujets sont interdits. C'est vrai, il a confirmé le 3e. Rail. Laisse-moi l'aimer, laisse-moi le serrer dans mes bras, laisse-moi... Et toi, tu fais genre non. Je suis comme ça. Bobby, C'est tout, Tu pourrais amener les gens, à la folie. Alors, Juste plus de confirmation. Vous pensez vraiment qu'Anderson Cooper, qui touche entre 70 et 80% de son salaire de 10 millions de dollars, va un jour nous dire la vérité sur Big Pharma? Ils ne peuvent pas, ils vont s'ajuster. Comme elle l'a dit, vous recevrez vite un appel. Arrêtez ou vous perdrez votre travail. C'est triste que les entreprises contrôlent nos vies. Comme le dit Megyn Kelly, je n'y avais jamais pensé. Je crois que les Américains commencent à faire le lien avec nous. vous ne connaissions pas les détails, mais nous comprenions, voyions et ressentions le tableau d'ensemble. Les blouses blanches et les costumes sobres, stricts ou avec cravate. Et les gens devant la caméra ainsi que ceux qui les manipulent à distance grâce à un micro glissé dans l'oreille. Tous nous ont trahis, vous et moi, jusqu'à la moelle. Ils nous ont tous trahis et ils ont une peur folle. Non, ils n'ont pas peur de nous. Ils ne craignent pas qu'on découvre quelque chose, mais que leur patron leur dise « Dans le car c'est mon station de Odrom dégage. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre, ou une autre, qui recevra les potes de vin. Et toi, va-t'en d'ici, va plus loin. » Absolument. Et vous savez, la Food and Drug Administration en reçoit près de 70. La division des médicaments de la Food and Drug Administration reçoit environ 70% de son budget grâce aux frais de licence payés par l'industrie pharmaceutique. Leur budget dépend aussi de l'industrie pharmaceutique. C'était un article du New York Times. Je ne l'ai pas inventé. Vous savez, ce n'est pas mon chiffre. Donc, tout le système est conçu pour se protéger et assurer un flux constant d'argent. C'est triste d'avoir autant de gens dont beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Certains, oui, c'est comme quand, vous savez,
Quand vous entrez dans une institution et que vous êtes jeune, vous comprenez assez vite comment réussir dans cette institution et dans la façon de faire les choses. Et ensuite, cela devient simplement la façon de faire les choses. Chacun l'accepte en pensant ça ne me touchera pas. Mais savez-vous à qui cela s'applique? Quelqu'un dans ces départements et dans ces institutions avait probablement un enfant ou un proche qui a été affecté par ces décisions. Oui, cela me rappelle ce que vous venez de dire dans le film Idiocratie, où ils disent « Nous arrosons les plantes avec du Gatorade parce que le Gatorade est bon pour le corps. Alors pourquoi ne serait-il pas bon pour les plantes? Mais plus on verse de Gatorade sur les cultures, plus elles meurent. Alors, qu'est-ce que vous faites? On leur donne plus de Gatorade. Exactement, évidemment, la réponse c'est plus de poison. C'est tout simplement triste. Mais je pense qu'il y a un grand réveil et une prise de conscience inédite de ce qui se passe autour de nous. C'est mon espoir et ma prière pour l'Amérique. Pour l'instant, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir. Tout est lié. L'enfant ne sera pas accepté à la maternelle s'il n'a pas de vaccin. Mais les vaccins peuvent tuer un certain pourcentage d'enfants et rendre 50% des enfants morts. Comme on vient de nous l'expliquer, ils deviennent atteints de maladies chroniques, y compris l'autisme. Que faire alors? Ne pas aller travailler, garder ton enfant à la maison ou ne pas avoir d'enfant? Le mettre à la maternelle, mais tu ne peux pas ne pas envoyer ton enfant à l'école. La maternelle, ça passe encore, tu peux ne pas l'y mettre, mais l'école, tu ne peux pas. Je suis désolé, ils viendront, et si l'enfant n'est pas à l'école, ils te l'enlèveront, ils le prendront, ils le garderont, il sera absent, ils feront des injections. Tous les vaccins immédiatement. Il y a une option maintenant. S'il te plaît, reste à la maison et fais l'école à la maison. Inscris-toi dans l'une de ces soi-disant écoles à domicile. Le vaccin n'est donc pas obligatoire pour l'école. L'enfant veut nager, sans vaccin, il ne sera pas admis à la piscine. Il veut jouer avec d'autres enfants et aller à l'école d'art. Sans vaccin, il ne sera pas admis. Mais vacciner signifie 50% de risque élevé de maladies chroniques. Je ne peux même pas imaginer comment je me comporterai dans cette situation. Je n'ai même pas envie d'y penser. Je ne vois pas de manifestation de parents enragés. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne savent pas assez. C'est pourquoi j'essaie de raconter le plus possible, d'ouvrir les yeux, de donner plus de faits. Je comprends qu'on ne peut pas tout changer d'un coup et qu'on ne peut pas tous les mettre en prison. Mais qu'en est-il sur le front des tribunaux et des punitions pour ceux qui nous ont causé du tort? À nous, à nos enfants, à tous, oui, dans ce domaine et d'autres domaines aussi, d'ailleurs. Je te dis que l'argent liquide, ça veut dire les affaires. Tout finit par sortir jusqu'au moindre détail. Nous examinons tellement de pistes différentes concernant les activités criminelles de ceux qui sont au pouvoir et nous ne nous arrêterons pas tant que chacune d'elles ne sera pas entièrement révélée. Les documents ne seront transmis ni au Congrès, ni aux tribunaux, ni au ministère, y compris à la justice. Ces accusations que vous avez vues et celles que vous verrez dans un avenir proche ne sont que le début. Je rappelle au public, tout le monde demande ce qu'on a fait en 7 mois, mais il a fallu 20 ans pour construire cette maladie. Le temple de la corruption. Et maintenant, tout est fini. Oui, vous pouvez être sûr que tout est fini. Et j'aime la façon dont il appelle cela un temple de la corruption, frappé par la maladie, parce que, en fait, c'est vraiment vrai. Il révèle tout cela avec Dan Bongina, Pam Bondi, Lindsay et Ali Hagan en Virginie occidentale. Nous allons parler d'elle, car elle fait le ménage. Elle écarte tous les avocats soupçonnés de corruption qui refusaient d'avancer sur certaines accusations. Comme l'a dit Dan récemment, à Washington, si tu veux un ami, prends un chien, car ils ont déjà des amis. Et nous sommes ici pour faire notre travail, et nous allons continuer à faire ce travail. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Vous savez, je veux dire, le président doit être tenu à l'écart de cela. Il en est tenu à l'écart. Il est du genre, je les laisse faire, mais vous savez, il sait ce qui s'est passé. Pourquoi le fonctionnaire? Eh bien, je rappelle que 95% des fonctionnaires sont des démocrates, et les 5% restants sont soit indépendants, soit républicains. Dieu seul le sait. En tout cas, il déteste Trump. Il va les punir pour leurs crimes. Non, il ne va pas les récompenser comme Biden, Clinton ou Obama. Il va les juger, les expulser, les licencier et emprisonner les plus dangereux, et il va confisquer par la justice les biens volés chez nous ou acquis illégalement. Elle est sur notre douleur, sur nos souffrances. Lui, il sait comment il a été injustement persécuté en violation flagrante de ses droits civiques. Et il n'était pas le seul.
Vous vous demandez pourquoi le livre d'Eric Trump est premier. Il est venu à l'émission, on en a parlé. Pourquoi le sien? Son livre était numéro 1 car il concerne non seulement sa famille, mais aussi tous liés au mouvement MAGA. Et il n'était pas nécessaire de travailler pour lui. Il n'était pas nécessaire de faire campagne. En général, ce n'était pas obligatoire. Je veux dire, si vous êtes journaliste, bien sûr, vous savez, cela fait partie du métier, je le comprends dans mon travail. Mais un Américain ordinaire était en danger. Si quelqu'un voyait votre Twitter, si quelqu'un voyait votre Facebook, si quelqu'un savait que vous souteniez Trump, vous étiez en fait persona non grata. Et cela était encouragé. C'est pourquoi les Américains sont en colère et l'ont réélu. Il a gagné. Vous pouvez donc agir contre le roi. Vous savez, il a gagné au collège électoral et en nombre de voix. Alors, rendons sa grandeur à l'Amérique. Il est prêt à accepter. Dan Cash est vraiment sérieux. Écoutons son interview avec mon amie Marie ce week-end. En 2023, j'ai été expulsé des réseaux sociaux. 7 fois mes chaînes, je veux dire. En 2024, je crois que c'était un peu moins, 6 fois sur 100 pour des périodes plus longues. Maintenant, ils ont peur, ils détestent, ils transpirent, ils pètent, mais ils ont peur. Toutes ces accusations ont poussé Obama à dire récemment dans un podcast que la démocratie est aujourd'hui menacée. Mais non, il dit ça tout le temps. C'est lui qui a menacé d'espionner ma campagne. C'est lui qui a commencé. Obama a espionné ma campagne. Et il l'a fait en sachant que c'était illégal. Il savait que c'était illégal, mais il a tout déclenché. Et il y a beaucoup de gens malhonnêtes et je soupçonne qu'ils seront attrapés. Oui, ils seront attrapés, c'est promis ici. Donc, si vous étiez malhonnête, je cite presque Dan. Je vous ai déjà montré ce clip. Je veux maintenant vous présenter quelque chose de nouveau de sa part. Mais il est passé sur Fox il y a environ 8 semaines, peut-être 10 semaines maintenant. Et il a dit, écoutez, si vous étiez un politicien malhonnête, si vous faisiez ce que vous n'auriez pas dû faire, nous vous trouverons et nous vous demanderons des comptes. Parce que vous savez, personne ne devrait avoir à traverser ça. L'affaire était si grave, Russie ou société à responsabilité limitée. Le portable de Hunter Biden, c'était un mensonge. C'est de la désinformation. Nous vous avons montré les emails entre Brennan et Mike Morell, le directeur adjoint de la CIA. Des choses incroyables, tout est inventé, l'esprit, la création. Anthony Blinken, qui était la personne principale de Biden, est devenu secrétaire d'État. Oh, il n'a pas conclu d'accord de paix au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Oh non, qu'avons-nous vu avec Anthony Blinken? Nous avons vu l'éclatement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons vu un retrait horrible d'Afghanistan au cours duquel des soldats sont morts, des soldats américains. C'est inacceptable. Dan Scavino était à l'antenne ce week-end avec Lara Trump, la femme d'Eric. Et il a dit, vous savez, cette fois, tout est différent, complètement différent, parce que c'est Trump 2-0. Chérie, habitue-toi. Les différences sont incroyables. On ne nous attaque ni enquête tous les jours. Les jeux d'esprit qu'il menait, il voulait nous faire taire. Au final, il voulait tous nous mettre en prison à vie. Quand il a annoncé sa candidature à la présidence, nous avons accéléré et travaillé dans les salles d'audience. En coulisses, nous publions sur Truth Social, menons la campagne et transformons ces conférences de presse en conclusions d'audience judiciaire. Butler, Pennsylvanie, dont nous avons parlé, a vraiment tout changé. Dès lors, j'ai su qu'il serait le 47e président des États-Unis. Il a alors se réuni une excellente équipe après notre victoire à la présidence. Tout cela semble irréel. Je n'ai même pas le temps de m'asseoir et d'y réfléchir, de penser à tout ce que nous avons traversé, à ce que nous avons fait et à ce que nous avons accompli. Il n'y aura plus jamais de président Trump. Il améliore l'histoire et se bat chaque jour pour vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et ma famille. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Nous pourrions sortir demain et gagner des millions de dollars. Je touche un salaire du gouvernement pour défendre chaque jour le peuple américain, comme toute l'administration. Tout cela pour le président Trump parce qu'il l'adore et l'aime et ils aiment le peuple américain. Ce sont des patriotes et c'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons une mission à accomplir pour tous là-bas et nous allons continuer cette mission. Nous allons nous battre chaque jour, peu importe les coups qu'on nous porte, peu importe qui essaie de nous arrêter. Nous allons nous battre, nous battre, nous battre, nous battre, nous battre. Nous continuerons à nettoyer, nous continuerons à assécher, nous allons identifier et punir les meurtriers, aussi bien ceux en blouse blanche que ceux qui les manipulaient, ainsi que ceux qui vendaient et trahissaient. Pour 30 plus 30 plus 30 multiplié par 30 pièces d'argent. Voici d'ailleurs l'un d'eux.
Il ne peut pas faire le travail, il ne protégera pas le public, il utilisera mal les ressources du bureau, il en fera une arme contre les opposants politiques du président. Ils sont là pour assurer la sécurité publique du peuple américain. Si tu peux prouver au moins un de ces slogans, mais au moins un, alors explique pourquoi tu es aussi nerveux. Bon, d'accord, ne nous explique pas. Trish va tout expliquer à ta place. La vocation, tu sais, t'as été assez stupide pour sortir et soi-disant obtenir 2 résidences principales. Ça ne se fait pas, Adam. Ça ne marche pas comme ça. Pour l'amour du ciel, Ishanis taxe sur la valeur ajoutée. Avec une hypothèque, il faut apparemment en payer le prix. On verra bien, parce que je m'attends à une accusation du Maryland d'un jour à l'autre. Encore une fois, ils prétendent d'utiliser le gouvernement comme une arme. Non, ce n'est pas le cas. Vous voulez parler de qui a utilisé le gouvernement comme une arme? Nous savons qui a utilisé le gouvernement comme une arme. Oh oui, nous le savons. Et les autres noms évoqués hier par Donald Trump dans le bureau ovale. Oui, regardez toutes ces personnes. Nous savons que certaines enquêtes y sont déjà en cours, mais Donald Trump a clairement indiqué qu'il dirige son ministère de la Justice pour enquêter sur ses ennemis. Je veux dire, il l'a clairement indiqué dans un post sur Truth Social qui, selon les informations, était destiné comme message personnel à son procureur général. On voit cela partout, avec des procureurs de carrière sous pression pour lancer des poursuites, qu'elles aient du sens ou non. C'est, comme l'a dit le sénateur, une crise de la démocratie. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, et le ministère de la Justice a toujours été historiquement indépendant. Maintenant, il ne semble plus que ce soit indépendant. Eh bien, Comment peut-on mentir comme ça en nous regardant dans les yeux? Bien sûr, il a appris, oui, on peut dire ça, il a appris, il s'est déjà habitué, oui. Le procureur général, à partir de Franklin Delano Roosevelt Kennedy, Clinton, Obama, Biden, Carter, a toujours été la main droite de la vengeance contre les ennemis du président, et la personne qui le protégeait, dans son dos, pour ainsi dire, oui, dans tous les cas, mentionnés ci-dessus. Et le journaliste le sait, celui qui parle, et les auditeurs le savent. Et les auditeurs savent que le journaliste le sait, et nous savons que les auditeurs savent que le journaliste sait, et tout le monde le sait. Mais il regarde selon lui avec des yeux honnêtes, et il ment. Eh bien, tout simplement. Sans s'arrêter. Comme l'a dit Donald Trump, il dirige les forces de l'ordre et affirme ne pas être impliqué dans ces affaires. Les preuves indiquent que s'il n'est pas impliqué, des proches à la Maison-Blanche dirigent ce processus. Kate? D'accord, candidate Lanine, merci. Selon eux, comment cela s'est-il passé? Vous avez vu le bandeau en bas de l'écran? Concernant l'écoute de 30 millions d'enregistrements téléphoniques sous Biden en 2023, je me demande ce qu'il faisait cette année-là. Oh, il savait qu'il allait se présenter à la présidence. Il voulait aussi analyser le mouvement Make America Great Again. J'ai plus d'informations à ce sujet aujourd'hui. Mais avant tout, vous avez aussi votre partenaire Pam Lindsay Halligan. En Virginie-Est, elle nettoie tout le bureau, licenciant tous ceux qu'elle peut renvoyer au procureur des États-Unis. Beaucoup de gens là-bas dépendent du système. Et par système, je veux dire, d'accord. Eh bien, ils avaient des amis, je veux dire, pour l'amour du ciel. Quand le gendre de James Comey était au bureau, pensez-vous qu'ils seront loyaux envers le président ou envers le gendre de James Comey et le système Donald Trump? N'oubliez jamais, c'est un outsider. Il arrive, ils n'aiment pas les outsiders. Je veux dire, même si vous êtes républicain, si vous êtes Mitt Romney, eh bien, vous faites partie du club, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas non plus été si gentils avec lui. Soyons honnêtes. Mais s'ils doivent tolérer un républicain, alors ce républicain doit être l'un des leurs et non un type qui construit des gratte-ciel et qui était à la télévision auparavant. C'est inacceptable. Donc, voici Lindsay Halligan, d'ailleurs une autre outsider, dont on dit qu'elle n'a pas l'expérience nécessaire pour cela. Il l'a quand même amenée et elle a renvoyé des femmes ce week-end. Beth, tu vois Kristen Bird? Elle ne travaille plus au bureau depuis vendredi. Depuis 2007, elle travaillait au département, comme on dit sur Cable News Network. Maintenant, une source affirme que cela s'est produit parce que Halligan pensait qu'elle divulguait des informations non autorisées. Elle n'était ni de son côté, ni de celui du président, et elle divulguait des informations à la presse. Il faut renforcer la défense. Vous savez, une directrice générale dans une nouvelle organisation doit se séparer des collaborateurs qui ne la soutiennent pas et font fuiter des informations. Vous pensez sans doute que les Américains sont aussi dociles que des vaches, comme les habitants de l'Empire russe. Alors je dois vous montrer la mairie, enfin cette réunion. Le maire de Chicago, qui s'oppose à Trump, essaye d'empêcher que la ville soit débarrassée des criminels. C'est la principale tâche du maire de la ville. Surtout que Dieu nous en préserve, il ne faudrait pas qu'il n'y ait plus de criminels dans la ville. Voilà pourquoi faire.
Il se bat aussi pour que des centaines de milliers de clandestins reçoivent de l'argent du budget qui, en théorie, devrait aller aux citoyens américains vivant dans la ville de Chicago. Écoutez donc et réjouissez-vous quand même pour notre pays. Ici, vous avez ici une véritable habitante de South Shore qui y a vécu 63 ans, une manifestante non rémunérée, pas quelqu'un qu'on paie avec le 501. Vous avez Ici, une véritable... une habitante de South Shore. Maintenant, qu'allez-vous faire? Ce n'est pas une élue, ce n'est pas une journaliste, ce n'est pas une agitatrice. Donc Madame Jackson est probablement une habitante de Chicago, une citoyenne des États-Unis d'Amérique. Elle n'aime pas ce que le pouvoir fait dans sa ville. Elle est venue le dire en face à ce pouvoir. Hé, Vous avez forcé ces gens à agir comme s'ils étaient vraiment pour ou contre la police, peu importe, ils auraient réglé l'affaire Laquan McDonald pour qu'on puisse vous faire partir d'ici. Oui, essuie-toi le visage, toi. Tu t'essuies le visage parce que tu as sûrement transpiré. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous allons prendre ces places. Je te l'ai d'abord dit, puis cela s'est répandu au conseil municipal. Mais maintenant, vous allez tromper les Afro-Américains et les citoyens américains en étant des escrocs et en montrant à quel point le pays démocratique et le Parti démocrate sont mauvais. Afro-Américains, citoyens américains, dites-le avec moi. De la côte Est à la côte Ouest, du Nord au Sud, le Parti démocrate. Nous vous avertissons partout en Amérique, c'est... C'est vrai, nous allons prendre ces endroits, c'est vrai. elle ne votera plus pour les démocrates, c'est une voix en moins pour le Parti démocrate, et beaucoup d'autres sont avec elle. Ils ne passeront peut-être pas encore dans le camp de Trump, mais ils sont déjà très proches du début du printemps 2026. Le pays ressentira l'influence des réformes, l'influence des investissements dans les nouvelles technologies, l'influence des droits de douane qui entraîneront l'expansion de la production aux États-Unis. Je dirais mai, voire juin, mais très probablement mai 2026. Et alors, elle, ainsi que ses voisins, ses enfants, ses amis, ses collègues, viendront vers Trump en masse. In masse. Mais maintenant, je suis heureux que, enfin, quelqu'un ait commencé à se battre pour nos enfants, et non pour l'argent des compagnies pharmaceutiques. Voici nos enseignants. Oui, ils sont contre nos enfants, sinon on pourrait renvoyer les mauvais enseignants, mais ils font bloc, le syndicat ne permet de renvoyer personne. Si on renvoyait les mauvais enseignants, si on récompensait les bons, si on encourageait la créativité, alors l'enseignement pourrait être amélioré, et ce dans toutes les écoles. Pour tous, blancs, noirs, verts, bruns, tous ensemble sans séparation. On dit que les écoles des ghettos sont mauvaises, mais elles seraient être bonnes si on payait. Voilà, c'est comme ça. Ils paient bien, que tu travailles ou non, peu importe ce que tu fais, tu ne paies pas. C'est pareil. L'essentiel, c'est d'avoir beaucoup d'années d'ancienneté, peu importe tes actions. Voici nos médecins. Plus dangereux que Smollett est la propagation du Taliban. Dites-moi, est-ce qu'ils se soucient de nos enfants ou veulent-ils simplement gagner de l'argent ? Les bureaucrates dans les villes, les États et les institutions fédérales, donc dans toutes sortes d'organismes, exigent que nous leur donnions de plus en plus d'argent. Notre argent, d'ailleurs, que nous avons gagné, nous préférerions le dépenser pour nos enfants, mais nous sommes obligés de le leur donner, sinon ils nous tueront. Essayez de ne pas payer et de résister. Dites, celui qui viendra chez moi, je lui tirerai dessus. Vous verrez. Alors, ces bureaucrates, vous pensez qu'ils agissent pour nos enfants ? Non, pour nos enfants, il n'y a que nous. Et je vous conseille vivement de ne pas l'oublier et de vous réjouir du fait que, par un heureux hasard absolu, c'est-à-dire que les étoiles se sont alignées. Je ne sais pas, les cartes ont été distribuées, le tramway est passé et grâce à son ticket, nous avons gagné. Alors Kennedy et Trump sont aussi pour nos enfants ? Vous vous souvenez de ça, mesdames et messieurs ? Ça ne va pas durer longtemps, alors il faut en profiter, en profiter.
C'est tout. Au revoir.